Bienvenue dans ce numéro de décryptage qui réunit autour sur ce plateau Souleymane Koto Yerima et Arnaud Domarou, journaliste face à un acteur de la société civile. Et au menu de votre débat, c'est bien une seule interrogation. Quel est le rôle du citoyen pour des élections apaisées le 28 avril 2019 ? Et vous vous souvenez, depuis la convocation, mais même avant la convocation du corps électoral, eh bien, les sujets se suivent et même ne se ressemblent pas. Nous sommes intéressés, bien évidemment, à la constitution des blocs, aux acteurs politiques, à la campagne anticipée, à la campagne précoce. Maintenant, on marque une sorte d'arrêt pour s'intéresser à vous, à nous citoyens. Quel est le rôle que nous avons à jouer précisément dans la réussite des législatives du 28 avril 2019? Que devrons-nous faire? Que devrez-vous faire? Ce sont là les principales questions autour desquelles nous aurons à réfléchir pendant ce numéro de décryptage. Souleymane Koto Yerima, bonjour à vous. Bonjour, et merci d'y être. Bonjour aux amis téléspectateurs. Arnaud Domarou, bonjour. Bonjour, c'est Armé Loris. Bonjour, téléspectateurs. Je démarre par vous, Souleymane Koto Yerima. Je le disais tantôt, on a eu le temps de nous intéresser, de critiquer, même s'il faut, les autres, enfin les vrais acteurs politiques et autres. Maintenant, on revient à nous, citoyens. Quelle est notre part de responsabilité? Que devrons-nous faire à ce nombre de jours des élections? Bien, merci beaucoup, Loris. Et merci pour cette thématique parce que il est bien de faire recours aux acteurs politiques, de leur demander de faire un certain nombre de choses, de demander aux institutions de jouer leur rôle, mais il est tout aussi important qu'on puisse se demander nous-mêmes qu'est-ce que nous avons à faire et quelle doit être notre contribution pour que tout ce processus dans lequel nous sommes engagés puisse se passer bien. Et donc, c'est dans ce cadre-là, je pense que cette émission se tient. Et pour en venir à votre préoccupation, il faut noter premièrement que ce n'est pas que des obligations que le citoyen a lorsqu'il s'agit des questions électorales, mais c'est aussi des droits qu'on lui donne, notamment deux droits importants qui doivent être respectés avant même qu'on ne puisse passer à ces obligations. La première, c'est celle d'être informé sur le processus dans lequel nous sommes, avoir l'information juste sur ce dans quoi nous sommes engagés. Actuellement, nous parlons des élections législatives. On doit pouvoir lui dire c'est quoi une élection législative, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce que l'on va à la désignation des élus du peuple, on doit pouvoir le lui expliquer. C'est vrai, l'information est disponible dans le code électoral. Le droit à et on va en revenir tout à l'heure. L'information est disponible dans le code électoral, le citoyen est censé le savoir. Mais il est important que ceux qui ont à charge le processus et ceux qui sont les premiers acteurs concernés, notamment la Commission électorale nationale autonome et les partis politiques, puissent informer les citoyens sur ce processus-là. Ensuite, il a le droit de voter. À partir du moment où il réunit les conditions définies par la loi, on lui donne le droit de voter. Donc, prenant ces deux droits fondamentaux qu'on lui a conférés, lui-même, il doit jouer un certain nombre de responsabilités. La première, qui rejoint encore les deux droits que j'ai cités, c'est le droit à l'information. D'abord, s'informer sur le processus. Depuis que le code électoral a été voté, nous tous, nous sommes conscients que c'est ce code que nous allons utiliser pour pouvoir aller aux élections. Il peut être mauvais, il peut être bon, mais c'est ça la loi pour le moment, c'est ça que nous devons mettre en application. Et donc, ça s'impose à tout le monde. Nous avons le devoir d'aller connaître ce code-là, de voir tous les aspects du processus électoral, depuis l'ouverture du processus jusqu'à sa clôture. Quel est le rôle que je dois pouvoir jouer dans ce processus tel que défini par la loi, se l'approprier et faire en sorte que ceux qui n'ont pas accès à cette information puissent l'avoir. Parce que tous, nous n'avons pas accès à l'information sur le code. La loi, elle est en français. Nos parents qui sont au village n'ont pas accès à la loi et ceux même qui comprennent le français n'ont pas accès à la loi parce que ce n'est pas toujours largement diffusé pour que les gens puissent
avoir le document et pouvoir l'exploiter comme il se doit. Les médias font un grand effort de vulgarisation Vous savez, des principaux articles vous venez de dire quelque chose de fondamental, des principaux articles. Oui. Est-ce que ces principaux articles permettent de maîtriser tout le processus? Vous allez voir dans l'actualité, les articles que vous diffusez généralement, c'est ceux qui ont trait à l'actualité du moment. Oui. Et donc, le reste, on fait quoi? Surtout les articles à polémique. Et donc, voilà, vous campez sur les articles à polémique. Et le reste? Est-ce que depuis, on n'a par exemple dit ce que le citoyen doit faire dans le processus électoral, ce que le code a dit de faire? Non. Et donc, il est important que des mécanismes soient trouvés pour que les gens puissent avoir accès à ces différentes informations-là. Donc, c'est le rôle que chacun de nous doit pouvoir jouer, que ce soit dans des groupes organisés ou individuellement, on doit pouvoir faire en sorte que ces actions puissent être connues par les uns et les autres. Et le jour du scrutin, ça c'est le second devoir qui est important, ça c'est le 28. Nous avons déjà tout le processus. Bon, nous qui sommes ici, nous avons nos cartes. Il y en a qui n'ont pas leurs cartes. Ils ont l'obligation d'aller les chercher lorsqu'on va commencer la distribution parce que c'est des nouveaux majeurs. Et en son temps, le 28 avril, ils ont le devoir d'aller choisir celui pour qui ils pensent voter. Et le choix, c'est là où il y a encore une autre obligation, le choix doit être le plus objectif possible. On ne choisit pas par copinage, on ne choisit pas parce qu'on a des proximités avec X ou Y, mais on choisit parce que nous pensons qu'une fois là-bas, la personne peut apporter un changement. Sa conviction. Et donc, nous devons veiller à ce que, lorsque nous allons voter, ce vote soit un vote de qualité, parce que nous sommes convaincus que nous aurons ce parlementaire qu'on va faire élire et que lorsqu'il sera au niveau du Parlement, qu'il jouera le rôle qui est le sien pour que notre situation socio-économique et politique puisse s'améliorer, que ça se ressente individuellement, parce que c'est lui qui décide d'abord de tout ce qui va être fait dans la République. Donc voilà un certain nombre de grands devoirs que le citoyen doit pouvoir jouer dans la cité. Et lorsque nous évoluons, lorsque nous évoluons, il y a des droits connexes à ces principaux droits que j'ai cités. Oui, on va y revenir tout à l'heure sur Souleymane Koto Yerima. On va installer notre cher Domarou Arnaud. Alors, vous avez suivi Souleymane Koto Yerima qui a distingué au fait ses responsabilités en deux grandes catégories. Des droits, non seulement des droits, mais aussi des devoirs pour le citoyen ordinaire que vous êtes, que je suis, que nous sommes. Arnaud Domarou, qu'en dites-vous? Oui, tout à fait. Je rejoins cher ami Souleymane sur un certain nombre de préoccupations, notamment la question du droit à l'information. Parce que vous savez que si les citoyens lambda n'est pas informé, suffisamment informé, comme le dit, et je dirais d'abord avant les citoyens lambda, si les députés à l'Assemblée nationale sont obligés d'aller demander à la Cour constitutionnelle l'explication de certains articles, ne venez pas demander à un citoyen lambda de mieux comprendre les dispositions du Code électoral. Et vous savez, c'est dans cela que parfois, vous savez que chez nous, il y a des choses, des actes qui paraissent parfois un peu à la limite ridicules. Vous votez des dispositions du Code électoral que vous ne maîtrisez pas vous-même. Et vous allez à la Cour constitutionnelle demander qu'on vous explique comment... Cela participe de la confiance en une institution. Non, je vous en prie, cher ami Loris, lorsque vous posez certains actes, parce que vous savez, la Cour constitutionnelle, c'est une juridiction. Vous ne pouvez pas aller demander à la juridiction, par exemple, à l'avance, de donner le contenu d'une décision qu'elle pourrait rendre dans une situation donnée. Ce n'est pas possible. Ouais, c'est comme si vous allez aujourd'hui à la Criette, demander au président de la Cour, Cyriaque Dossa, de dire un peu qu'est-ce qu'à l'issue de ce procès-là, bon, la Cour va se pencher sur comment. Non, c'est pas possible. Ça veut dire que, a priori, la préoccupation qui est posée au niveau de la Cour constitutionnelle est une préoccupation majeure. La question de la clé de répartition des sièges, la question du contenu de l'article 242, que les experts, même aujourd'hui, n'arrivent pas à nous expliquer. Vous comprenez donc déjà que les députés... La fameuse équation des 10%. La fameuse équation des 10% de la répartition des clés, du nombre de sièges. Donc vous comprenez même que les députés, on a la commission des lois qui a étudié ce test-là, qui a renvoyé le test-là en plénière, et les députés ont réfléchi et ont trouvé que, bon, d'accord, nous pouvons valider cette disposition du Code électoral.
Et les mêmes ne sont pas aujourd'hui à même de vous dire le contenu de cette disposition-là. Et moi, citoyen lambda, qui doit aller me lever... Enfin, on dira peut-être pas tous. On dira Non, peut-être certains. C'est vrai qu'on a tenté l'exercice aussi avec notre équipe au Parlement. On a essayé l'équipe a essayé de se rapprocher de certains députés pour comprendre au fait quelle est cette clé de répartition, qu'est-ce qu'il faut, que cache ce principe des 10%. Non, mais même pas d'unanimité, mais les deux interpellés n'ont rien compris au fait de la question posée. Mais quand on demande à l'Assemblée et puis dit, bon, ce que le président a dit, c'est ça, vous comprenez que forcément, que tout le monde n'a pas l'information, mais ce qui est grave, c'est que lorsque vous êtes en délégation, pour aller au niveau de la Cour constitutionnelle, on estime quand même que c'est une brochette, c'était que au niveau de cette classe-là qui s'est présentée à la Cour constitutionnelle, c'est quand même la crème des crèmes. On suppose quand même que c'est des 10 représentants qu'on a envoyés au niveau de la haute juridiction pour aller poser une certaine nombre de préoccupations. Et c'est pour dire donc que si les gens peuvent voter n'importe comment, les lois de l'Assemblée nationale, ce qui est d'ailleurs regrettable, et qui ne maîtrisent eux-mêmes pas le contenu des dispositions du contenu dans le code électoral. Vous avez suivi la réponse du président de la Cour constitutionnelle. Ils disent, mais comment vous pouvez venir me demander à moi de vous expliquer le contenu des textes votés? Je veux plutôt que les partis politiques puissent se réunir. Et le pire, la délégation demande au président de la Cour constitutionnelle d'organiser un séminaire afin que tous puissent comprendre. C'est comme si des élèves demandent à leurs enseignants d'organiser un cours de répétition pour mieux comprendre les notions disposées en cours. Mais je veux dire là, donc la question de l'information est une question majeur. Et c'est aujourd'hui le point soulevé tout à l'heure par le droit à l'information. Le droit à l'information. On veut savoir en temps réel ce qui se passe. C'est pour ça justement que nous avons déploré le fait que le COS-LEPI n'est pas véritablement communiqué. Et nous avons souhaité quand même que la Sénat puisse informer au fur et à mesure sur ce qui se fait, que tout le monde soit au même niveau d'information pour qu'on ne dise pas après. Alors, en fait, il y a telle chose qui s'est passée, ou en tout cas à l'insu de l'opinion publique, il y a tel acteur qui n'a pas été associé à telle étape du processus pour que le pays soit quand même, que nous puissions passer cette transition-là également de façon paisible. Et je dis, je vais peut-être me faire une pause sur la question du vote. Il y a des citoyens qui disent... je ne suis pas obligé de voter parce que, bon, de toutes les façons, quand on vote, c'est les mêmes personnes qui reviennent. Mais ils ignorent parfois que c'est parce qu'on va voter, non seulement c'est une obligation, mais c'est parce qu'on va voter que le pays est stable. C'est parce que le Bénin a su cette alternative depuis plusieurs années déjà que le pays est stable. Si tout le monde devait dire, bon, parce qu'on sait qu'on n'a pas, on a les mêmes dirigeants et puis c'est la même chanson, et puis on n'allait pas voter, et que le chaos s'installait, ces citoyens-là qui ont l'habitude de tenir ces gens de langage, ils vont vivre dans quel pays? C'est pour dire que, au-delà du fait que le voter est une obligation, c'est également une question de responsabilité, c'est une question de conscience, et chacun doit pouvoir se dire, je dois prendre part à tout processus électoral. Oui, on va revenir tout à l'heure sur ce dédain. Souleymane, vous voulez tantôt réagir? Oui, je disais, par rapport à l'information citoyenne, il faut que les gens puissent jouer le rôle qui est le leur. Il a parlé de quelque chose d'important, la question d'information au niveau de la commission électorale. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase où nous avons plus besoin de savoir qu'est-ce qu'eux ils font. C'est vrai, ils ont publié leur calendrier, mais au fur et à mesure que le calendrier s'exécute, nous avons besoin de savoir où est-ce qu'ils en sont, comment est-ce que ça évolue, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, parce que c'est de ces difficultés également qu'on va pouvoir faire des anticipations nécessaires pour que le 28 avril puisse se passer comme il se doit. Et ça, c'est un élément capital pour nous sur lequel il faut que les uns et les autres travaillent. Les commissaires, les techniciens qui sont au sein de la Sénat doivent veiller à ce que l'information puisse être le mieux partagée. Et il est important à ce niveau-là, avant de revenir sur les questions liées aux citoyens, qu'il y ait un cadre de concertation qui soit mis en place au niveau de cette Sénat-là pour qu'il y ait des échanges réguliers avec les acteurs concernés, les plus impliqués dans le processus, les acteurs politiques, pour que chacun puisse se sentir à son aise dans le travail qui se fait à ce niveau, pour qu'au soir du 28 avril, les résultats soient acceptés par tous. Ça, c'est important. Maintenant, pour en revenir aux citoyens et aux obligations qu'ils ont. Vous voyez, nous avons parlé de l'information citoyenne. Mais l'information citoyenne également doit être faite par les acteurs politiques eux-mêmes, qui doivent faire en sorte que les concitoyens sachent quel est
le rôle qu'eux, ils ont à jouer et pourquoi ils viennent solliciter notre suffrage. Et nous, à ce niveau-là, c'est de faire en sorte maintenant d'analyser les propositions que les gens nous font. Par exemple, nous allons à une élection législative. C'est à nous de demander aux acteurs politiques, c'est quoi votre projet de législature? Qu'est-ce que vous nous proposez lorsque vous allez venir, lorsque vous allez avoir la majorité au Parlement? Qu'est-ce que vous nous proposez? Quelles sont les lois fondamentales que vous pensez utiles pour que nos conditions, quelles sont les raisons à nous motiver pour que nous puissions faire votre choix? Ce n'est pas une question de concurrence politique sur le terrain, non. C'est les propositions. Normalement, c'est sur la base de ces propositions qu'ils nous font que nous devons pouvoir dire, oui, ce qu'ils proposent va permettre d'améliorer la situation de telle catégorie de concitoyens, de telle autre catégorie, va permettre au niveau national d'améliorer telle situation. Et par rapport à ces différentes propositions que nous allons juger pertinentes, faire le choix objectif, comme je le disais, choisir des députés de qualité qui ne vont pas dormir à l'Assemblée nationale et qui ne vont pas, après avoir fini tout un processus législatif, retourner au niveau de la Cour constitutionnelle, demander ce que la loi veut dire. Parce que c'est eux qui ont fait la loi. Vous faites une loi et vous revenez demander... Et là, le principal problème se pose. C'est la Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il leur revient d'informer la base. Mais ils vont informer la base sur quoi? Voilà. Et quand ils n'ont pas les éléments, quand ils n'ont pas les... Vous ne détiennent pas eux-mêmes la réponse. Vous ne savez pas ce que vous avez décidé vous-même. Et donc, le président de la Cour, c'est vrai, le langage aurait pu être autre, mais il n'avait pas d'autre choix que de leur répondre ce qu'il a répondu. Et pour cette phase-là, il n'avait même pas allé à la Cour constitutionnelle. Non, faites un recours. On peut faire un recours en interprétation de l'article 242. La Cour va leur répondre et puis c'est terminé. Mais allez demander au président de la Cour, en tant que qui il va se prononcer dans une séance de travail sur la loi. Il a validé la loi, c'est terminé. On l'applique. Maintenant, un séminaire, ça va servir à quoi? C'est une décision, le séminaire. Si après le séminaire, on retient quelque chose, que lors des élections, on fait autre chose, ça engage qui? Personne. Et donc, ce qu'ils ont à faire, c'est de faire un recours et puis on en aurait fini. Et donc, je disais, au niveau de nos concitoyens, au-delà même des questions de vote et autres, il faut faire un vote utile désormais. Et le vote utile passe par la participation aux différentes séances que les partis politiques organisent pour écouter, pour entendre, pour suivre, pour voir les propositions que les gens font. Parce qu'il ne faut pas que nous allions aux élections comme nous avons l'habitude de le faire. On va juste parce que nos sentiments nous disent c'est tel, il faut prendre parce que nous avons des sentiments contre un CY, nous faisons le choix. Non. Chaque élection a sa spécificité. Et cette élection-là, c'est pour élire des gens qui décident de tout ce qui se fait au Bénin. Parce que tout ce qui se fait, c'est d'abord les députés qui décident. Des gens qui comprennent ce qu'ils décident, ce qu'ils votent. C'est pour ça que je demande que le vote soit de qualité, surtout pour qu'on n'ait plus des gens qui viennent nous demander qu'est-ce que la loi, quand j'ai voté, l'a dit. C'est important. Non, franchement, quoi. C'est inadmissible. Ça ne devrait vraiment pas nous faire rire. Des acteurs politiques qui ont décidé de quelque chose viennent nous demander encore ce que cette chose veut dire. Et donc, il faut qu'on veille à ce que ça soit. Que dirait alors le citoyen? Qu'est-ce que nous on va dire? Aujourd'hui, quelle est l'interprétation je peux faire de l'article 242 avec des conditions et des conditions? Au-delà des 10%, c'est des conditions de nombre de listes. Personne n'arrive à expliquer objectivement pour que cet article soit accessible à tous. Ce qui va faire que, au 28 avril, si ce n'est pas clarifié, même la Sénat aura des difficultés à prononcer les grandes tendances. Même avant les tendances sur le Mankoto Yerima, vous savez, l'absence des réponses à cette série d'interrogations peut renforcer déjà les citoyens dans leur désintérêt, dans leur réticence. Dans leur réticence. Et il ne doit pas avoir d'absence. Il ne doit pas avoir d'absence de précision. Et cela pourrait s'exprimer dans l'abstention aussi, à travers l'abstention. Bien naturellement, si nous n'y travaillons pas, l'abstention, déjà les Béninois ont de désintérêt, de désamour pour les élections. Parce que, comme il l'a dit, depuis 90, nous voyons les mêmes personnes qui passent, qui repassent. Et donc, aujourd'hui, on se dit, il n'y a pas de chance que d'autres personnes arrivent. Donc, c'est les mêmes qu'on prend, on continue. Ça fait qu'il y a eu des amours. En plus, on élit des gens qu'on ne revoit que lorsqu'il y a une prochaine élection. En plus de ça, même maintenant, il y a d'autres interrogations. Il y a plein d'autres interrogations qu'il faut encore ajouter à ça. Franchement, ça fait beaucoup à la fois pour le citoyen. Il faut qu'on veille à clarifier un certain nombre de choses. Et je disais, il n'est pas normal qu'avant le 28 avril, on ne clarifie pas la question de l'article 242. Il est important, soit un citoyen averti
soit les acteurs politiques, normalement, parce que c'est eux qui sont les premiers concernés, fassent un recours auprès du juge constitutionnel pour qu'on puisse nous interpréter, nous donner une décision claire sur l'utilisation qui doit être faite de cet article-là, de sorte à ce que tout le monde soit informé avant le jour du scrutin. Ça permet d'avoir une clé de répartition claire, un processus qui permet de conduire au thème, au choix des gens, sans qu'il n'y ait de frustration, sans qu'il n'y ait de remous. Et aussi des revendications. Oui, c'est clair que ça va. Si on ne clarifie pas, c'est clair qu'il y aura un contentieux électoral sans précédent. Parce que vous imaginez que dans une circonscription électorale, on dise que c'est ma liste qui est sortie majoritaire, peut-être avec 2-3 députés, et que de la mauvaise interprétation de cet article-là, on dise que je ne peux pas avoir cette députée, que c'est celui qui est dernier ou celui qui est deuxième, qui n'avait eu qu'un seul député qui passe. Ça pose problème. Et donc, il faut vraiment clarifier les choses pour que nous puissions avancer. Arnaud Domarou. Oui, je crois que je rejoins Souleymane sur la question du recours à l'interprétation et à ce sujet. D'ailleurs, je rappelle que c'est avec la cour du professeur Jacques Benoît que nous avons les recours à l'interprétation, ce qu'on n'avait pas par le passé. Et déjà que nous avons une jurisprudence en la matière pour une question de recours à l'interprétation, on peut également le faire aujourd'hui pour qu'on puisse nous situer véritablement sur la question de l'article, de compte de l'article 242. Mais au-delà également que le débat soit amené sur les plateaux et qu'on puisse dépoussiérer le débat public. Ce n'est pas, il ne s'agit pas de venir sur les plateaux. Vous savez, tout à l'heure, parlait de projets de législature. Qu'un député, les candidats, qu'est-ce qu'ils viennent dire sur les plateaux de télévision? On dit non, mais nous soutenons les actions du chef de l'État. On oublie que l'Assemblée nationale est une institution. Et à la limite, on oublie même le rôle de l'Assemblée nationale. Quelqu'un nous a Voter fait les lois. comprendre ce mandat finissant que c'est le prolongement du gouvernement. Je ne vous apprends rien. C'est pour ça que... Je ne vous apprends rien. C'est d'ailleurs pour ça que... C'est un élu du peuple qui l'a dit. Nous devons dire à ces candidats qui viennent demander nos suffrages, qui viennent dans nos localités, quels sont leurs projets de législature. C'est inconcevable qu'un candidat à l'Assemblée nationale vienne juste dire, vous savez, le président Patrice Talon nous envoie vous dire que, non, c'est le président tant qu'il nous envoie vous dire que, on oublie donc, ce candidat déjà méconnaît les dispositions de la loi, ne connaît même pas les rôles du parlementaire, donc ne sait pas ce que veut dire Assemblée nationale, qui est une institution. Et au moins, on sait tout au moins que l'Assemblée doit pouvoir voter des lois et contrôler l'action du gouvernement. Alors là, si le candidat ne sait rien de cela, et tout ce que le candidat sait, aller à l'Assemblée nationale, c'est juste pour aller soutenir les actions de l'opposition, ou aller à l'Assemblée nationale, c'est juste pour aller renforcer les actions du gouvernement. Ça pose un problème. Et en matière de connaissance des tests également, vous allez voir également au niveau de COSLEPI qu'est-ce qui s'est passé. La question de l'article 76 que les députés ont posé cela au niveau de la Cour constitutionnelle. L'article 76 dit que lorsqu'il doit pouvoir, c'est le Parlement qui valide le nombre de sièges, le nombre de centres de vote. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté que le COSLEPI, dans son rapport, en tout cas, qui est déposé au niveau de la Sénat, a augmenté le nombre de centres de vote. Donc, en tenant compte de l'augmentation de la population électorale, le COSLEPI a donc augmenté le nombre de centres de vote, ce qui pose un véritable problème. Ça n'est pas un truc c'est pas un truc anodin comme ça. Ça pose un problème parce que ça pose également un problème de logistique. Ça pose un problème de consensus au niveau des acteurs. Et c'est pour ça que la question du centre de vote avait posé un problème. Et à l'Assemblée nationale, les députés avaient effectué une mission sur le terrain et finalement ils se sont entendus sur un certain nombre de centres de vote et on a réglé cette question-là. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la loi, on a prévu que pour augmenter le nombre de centres de vote, il faut que l'Assemblée nationale puisse valider, et que cela soit validé, que les acteurs puissent entendre. Sinon, on a des centres de vote fictifs. On a des centres de vote qui n'existent pas. On crée des centres de vote de trucs là. Et c'est pour régler cette question-là. Mais vous avez au niveau de ce COSLEPI-là, à la fois des acteurs de la mouvance et des acteurs de l'opposition. Et quand même qui ont méconnu cette disposition du code électoral. Et quand ils ont méconnu cette disposition-là, on va demander maintenant à la Cour constitutionnelle, mais pourquoi le COSLEPI nous a dit qu'on a augmenté le nombre de centres de vote? C'est inconcevable
que des députés, même si c'était des députés d'opposition qui étaient à la Cour constitutionnelle, mais ces députés ont leurs représentants au COSLEPI. Et ça, c'est la Cour constitutionnelle. On va dire, mais pourquoi le COSLEPI, dans son rapport, a augmenté le nombre de centres de vote? Vous voyez, c'est pour dire que, quelque part, on s'amuse avec les tests. Quelque part, on s'amuse avec la République. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que très souvent, nous n'avons pas de débat sain. On laisse l'essentiel et on raconte ce qui ne peut pas nous faire avancer. Donc, dans le cas de ce processus électoral-là, les gens vont venir, ils iront dans les localités quand même pour demander les suffrages. Il faut qu'ils puissent nous dire qu'est-ce qu'ils vont faire au Parlement. Et qu'ils soient à même de le dire. Et dans ce cas, d'ailleurs, que nous souhaitons très souvent qu'il y ait un renouvellement de la classe politique. Parce que chaque génération a ses problèmes. N'allez pas me dire que la génération de 60 pourrait être plus à même de régler les problèmes de la génération des questions qui nous préoccupent aujourd'hui en 2019. Je fais partie donc de ces personnes qui pensent qu'il faut que véritablement que nous allions vers un renouvellement de la classe politique. Et justement qu'au niveau de la 8e législature, que nous ayons des gens, des cadres compétents, des gens qui soient à même de savoir qu'est-ce que nous avons comme problème aujourd'hui et quelles sont les dispositions qu'on doit prendre, quelles sont les lois qu'on doit voter pour régler les problèmes des sociétés. Parce que la loi, c'est d'abord pour les hommes. Vous avez vu que la loi sur le bail, par exemple, hier en 60, nos parents avaient des terres. Ils n'avaient pas de problème de loyer. Nous avons des problèmes de loyer aujourd'hui, sur Ami Loris. Et vous avez vu le député qui a proposé cette disposition sur le bail à usage domestique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a vécu un peu ça. Ça veut dire que si nous avons des gens qui connaissent nos réalités, qui savent ce que nous vivons comme problème, ces gens-là, l'Assemblée nationale sauront prendre les mesures qu'il faut. Et c'est pour ça qu'il faut forcément qu'il y ait un renouvellement de la classe politique, il y ait un renouvellement au niveau de la 8e législature, que les vieux routiers puissent quand même, à un moment donné, prendre leur retraite. Dans nos familles, nous avons des grands-pères. Des grands-pères à la maison, mais nous n'avons pas des grands-pères en politique. En politique, tous nos grands-pères sont en activité. Et ça pose un problème à la République. Quand est-ce qu'on ira leur demander, voilà, nous avons un problème à l'Assemblée nationale, quels sont vos conseils, quels sont vos conseils à ces jeunes députés qui sont à l'Assemblée nationale? Il faut que nous y allons et que ceux-là qui vont venir à l'Assemblée nationale puissent nous proposer des lois pour régler les problèmes qui s'opposent aujourd'hui dans notre République. En attendant de trouver une solution pour écourter cette longévité qui vous embête un tout petit peu, Arnaud Domarou, continuons à réfléchir sur le devoir. Je ne vous apprends rien, Arnaud Domarou. La clé du renouvellement au fait de cette classe politique appartient justement aux citoyens. Oui. Il revient aux citoyens de renouveler ou non cette classe politique. Bon, pour que le citoyen puisse renouveler, il faut déjà que dans le positionnement, les partis politiques veillent à changer les gens qui sont déjà là. Si ce n'est pas fait, le citoyen ira voter pour les mêmes personnes parce que sur toutes les listes, on aurait les mêmes personnes qui ont été positionnées. Donc, le citoyen à ce niveau-là a une très faible marge de manœuvre. Lui, il aura juste le choix à faire sur ce qu'on lui a proposé. Si on lui propose que des vieux briscards sur toutes les listes, il ne va choisir que les vieux briscards. Et vous disiez tantôt, Souleymane Goto Yerima, vous invitiez tantôt les citoyens à participer activement, à militer, je dirais, sincèrement et franchement à la base, pour comprendre davantage non seulement les statuts, les règlements des partis, mais les lois, les tests fondamentaux, les tests qui régissent aussi les élections au Bénin. Oui. Eh bien, quand vous le dites, je veux bien vous croire, je veux bien partager cette volonté que vous avez. Quand les citoyens sont réunis chaque week-end dans les différentes contrées du Bénin, Souleymane Goto Yerima, et qu'on ne leur raconte que qu'on y est pour soutenir le PAG, que voilà, tel ou tel bloc soutient les actions du gouvernement et autres, et rien d'autre que ce même discours monotone. Mais là, que revient-il alors aux citoyens? Il a bien voulu participer. Il est présent à ces meetings, à ces rendez-vous, mais il n'en apprend rien de neuf. C'est bien dommage. C'est bien dommage la manière dont nous faisons la politique chez nous, et ça, vous faites bien de le souligner. Vous voyez, les gens vont aux meetings, les gens vont aux campagnes, les gens vont aux séances d'information pour parler d'eux et de leurs intérêts égoïstes. Et dans le fond, ils ne vont pas pour amener le citoyen à être militant du parti pour lequel ils les ont conviés. Parce que l'information qu'on lui donne ne l'amène point à se décider à être ou pas avec vous, mais
il y va parce que peut-être son frère y est, parce que telle personne l'y a convié. Voilà. Faites le point, que ce soit au niveau de l'opposition ou de la mouvance, du débat que les gens font lorsqu'ils se réunissent. Si vous êtes de la mouvance, c'est pour dire que tout ce qu'on fait est bon, voilà notre logo, choisissez-nous. C'est tout. On nous dit qu'on fait, par exemple, les restitutions. Mais c'est identique aussi dans les camps d'en face. Oui, dans le camp d'en face, on dit, bon, tout ce qu'on fait là-bas est mauvais, il n'y a rien de bon, Et ça votez s'arrête pour là. nous. Et ça s'arrête là. On viendra faire mieux. Mais attendez, on est dans quoi? Vous dites ça, ok, vous proposez quoi? Ce que vous dites là est mauvais, vous proposez quoi? C'est sur cette base-là que nous, on se détermine à vous choisir. Voilà. Et donc aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit de la politique comme il doit se faire, qu'on est en train de faire. Nous continuons pas à faire nos intrigues politiques, nous continuons pas à faire du saupoudrage politique. Et donc, nous ne veillons pas à ce que le militantisme puisse se renforcer. Nous ne veillons pas à ce que les gens puissent, de la manière dont nous conduisons le processus, de la manière dont nous les informons, de l'explication que nous leur donnons de nos tests, des projets de société que nous avons, du partage de son contenu, qu'ils puissent faire le libre choix. Mais nous allons juste leur dire, nous sommes avec telle personne, nous voulons aller à la conquête du pouvoir, donc venez adhérer à notre parti. Et ça s'arrête là. Et ça s'arrête là. Après, le gars, on lui donne une fiche d'adhésion au parti ou une carte d'adhésion et c'est fini, il n'a plus l'information. Ça fera la veille du 28 avril qu'on va faire. Un t-shirt ou non, quelques le 28 oui, on lui donne un calendrier puisqu'on en a vu sur les réseaux sociaux, les gens en distribuent. Et après, on va attendre à partir du 13 avril, lors du démarrage de la campagne, pour retourner vers lui encore, pour dire, bon, le moment est venu, vote pour nous. Mais on vote pour lui, pourquoi? C'est ça que nous devons exiger de nos différents partis politiques. Parce que on ne va plus voter parce que c'est telle personne qui est positionnée. Non, on vote parce que nous pensons que la personne, une fois là-bas, peut apporter un changement aux différentes situations que nous vivons au niveau du pays. Il peut prendre des décisions, il peut contribuer à ce qu'on prenne des décisions qui améliorent notre cadre de vie. Et donc, dans cette dynamique-là, je demandais effectivement aux gens de militer. Militer, oui, mais militer, c'est tout un processus. Au-delà de l'adhésion, au-delà de l'inscription au sein d'un parti politique, d'une association, il y a les sessions de formation dont vous devez bénéficier pour être vraiment un militant. Et donc, c'est tout ce travail-là que je demande que nous fassions. Et nous, en tant que citoyens, dans le cadre de ce processus électoral maintenant, que nous veillons à ce que tout se passe de manière normale, selon les tests établis, ce qui amène à un devoir fondamental que nous devons jouer dans ce processus-là, c'est la veille. La veille doit être de mise, qu'on soit acteur politique ou simple citoyen, la veille doit être de mise pour plusieurs raisons. D'abord, pour s'assurer que tous les comportements déviants possibles qu'il peut avoir ne se passent pas. Quand je parle de comportement déviant, c'est les bagarres, c'est les insultes, c'est tout ce qui peut amener de conflits dans une localité et sur l'ensemble du territoire. Nous devons veiller à ce que ça ne se passe pas. Et c'est là la question de clarification des lois est importante. Il est important parce que ce manque de clarification peut apporter des conflits qu'on ne pourra pas gérer par la suite. Ensuite, dans cette même veille-là, c'est de s'assurer que lors des campagnes électorales, par exemple, précoces ou pas, que les gens fassent en sorte que la loi soit respectée. Notamment les questions de gadgets, de distribution d'argent, de corruption électorale. Nous devons dénoncer tout ça. C'est notre rôle de dénoncer, de faire en sorte que les acteurs que nous avons en face jouent un jeu franc et que les chances soient équilibrées. Parce que si les gens sortent l'artillerie lourde, un rouleau compresseur qui vient broyer les autres partis candidats, on ne va pas s'en sortir. Au terme, on aura des résultats, certes, mais ce ne sera pas des résultats équitables parce que les moyens n'ont pas été les mêmes. Parce que le jeu n'aurait pas été démocratique sur l'ensemble du processus. Et donc, il faut veiller à ce que nous, en tant que citoyens, nous dénoncions un certain nombre de pratiques. C'est heureux que vous ayez fait le débat sur, par exemple, la campagne précoce qui se mène. Cette campagne-là, est-ce que la loi le permet? Est-ce que ce que les gens font là, on peut considérer ça comme campagne? Est-ce que tout ce qui se fait est normal? Est-ce que les moyens utilisés devraient l'être?
si le débat était fait. Chacun se cache sous la belle excuse que vous savez. Non, on la ne peut vulgarisation pas. des tests au lendemain des congrès. Oui, il n'y a pas de problème. Mais la vulgarisation, est-ce qu'on a besoin de toute l'artillerie de communication que nous faisons, la propagande des logos et tout? Parce que les élections auxquelles nous allons, ce n'est pas une élection où on prend un individu, on choisit un individu. C'est justement ces logos-là qu'on choisit. Et donc, c'est de la campagne électorale d'une manière ou d'une autre. C'est déguisé sous la forme d'une restitution, mais c'est de la campagne électorale qui se mène à ce niveau également, il faut le reconnaître. Et au niveau de l'opposition, c'est pareil. Nous avons vu des partis de l'opposition aller placarder des affiches. Est-ce qu'on est en période électorale pour aller placarder des logos sur des murs ou des trucs? Non, il faut éviter ça. Et donc, je disais au niveau de la veille, pour finir, que nous devons veiller à ce que les questions qui sont source de conflit puissent être évitées et nous devons jouer maintenant le rôle de dénonciation de tout ce que est violation du code électoral sur l'ensemble du processus. Si c'est au niveau de la Sénat que nous pensons qu'il y a violation, nous devons le dénoncer. Si c'est au niveau des partis politiques, nous devons le dénoncer. Si c'est le gouvernement qui refuse de mettre les moyens à disposition, nous devons le dénoncer parce que le 28 avril, nous devons renouveler notre Parlement. Arnaud Domarou, alors, que doit éveiller selon vous le citoyen ordinaire dans la définition du profil du député? Enfin, en griffe, du vrai. Oui, je crois que pour un vote objectif, parce qu'il faut que, en parlant du citoyen, il faut que le vote soit objectif. Et, comme le disait Souleymane tout à l'heure, il faut également de la veille citoyenne. Je crois que nous le faisons généralement bien chez nous. Le gars, il vient voter, mais il attend jusqu'au soir avant de quitter. Il veille à ce que celui qui a l'une garde ça sur la tête jusqu'à l'arrondissement. Donc, c'est jusqu'au niveau central. Donc, nous avons l'habitude de voir que chez nous, généralement, pendant en tout cas le jour du vote, le jour du scrutin même, tout le monde est vigilant. On fasse de sorte que les voix soient véritablement comptées et que ces voix soient prises en compte. Et ça, c'est heureux. Mais en matière de vulgarisation, avant de en venir à votre question, en matière également de vulgarisation des tests, il faut également que les dispositions qui sanctionnent des pratiques qui ne sont pas de nature à renforcer la démocratie, que cette disposition-là soit vulgarisée. Vous savez, avant, nous avons connu par le passé où même des agents électoraux ils pensent qu'on peut saisir tel matériel, on peut empêcher le déroulé du scrutin. Tout cela est sévèrement puni par la loi. Donc il faut que le citoyen puisse savoir que, attention, dès lors que je pose tel acte, je me mets sur le coup de la loi. Et déjà, je crois que nous sommes déjà dans cette période-là. On peut déjà commencer tout au moins par passer ces informations-là. Ne serait-ce qu'un truc de compilation. Des infographies, des messages de sensibilisation. Pour dire, la loi a prévu tant en termes de sanctions. Dès lors que j'exagère, je passe mes prérogatives, en tout cas en termes de mes devoirs, je vais au-delà de ce que je dois faire, ça doit être puni de telle manière. Il faut que le citoyen puisse savoir que tel acte posé est sanctionné par la loi. Il ne doit pas porter, par exemple, tel ou tel objet sur lui le jour du vote. Même en cette période où nous parlons de la période... 24 électeurs. On en parlait hier. On ne va pas attendre une semaine des élections pour commencer par faire cette communication-là. Et cette communication-là aura d'ailleurs des effets sur la pré-campagne que nous voyons là. Ça va permettre aux gens de savoir, attention, c'est une violation de la loi. Et par rapport à ça, même quand je suis invité, je dois savoir quel comportement à tenir parce que la loi a prévu tel ou tel. Ils ne sont pas suffisamment informés. Et pour la question du profil des députés, je dis d'abord que c'est parce que nous choisissons mal les députés. Vous allez voir, c'est réellement, quand on va à l'Assemblée nationale, il y a plus de projets de loi que de propositions de loi. On va s'asseoir simplement. On attend donc que le gouvernement envoie la loi. Ils en et puis bon, aussi. Non mais je vous en prie, cher ami, combien même si c'est rare, même si c'est un petit nombre, ils en initient. Oui, mais c'est quand même une institution, c'est un pouvoir. L'Assemblée nationale, c'est un pouvoir. Vous n'allez pas donc attendre, alors qu'on vous a conféré le pouvoir de légiférer, attendre simplement que la loi soit un projet de loi, donc envoyé du gouvernement. Alors que vous êtes allé au Parlement, pourquoi?
pour en proposer. Pour d'abord légiférer et ensuite contrôler l'action du gouvernement. Donc, mais c'est parce que nous choisissons mal les députés. Nous choisissons mal ceux-là qui vont à l'Assemblée nationale. Des gens qui n'ont pas du tout la carrure, les compétences qu'il faut, qui ne peuvent pas donc penser, concevoir. Et pourtant, dans leur truc, ils doivent prévoir quand même qu'ils aient des cabinets. Et quels sont les éléments à préconiser maintenant pour la définition du profil du nouveau député? Le nouveau député, déjà, en campagne électorale, doit pouvoir dire, nous souffrons de tel mot, de tel mal ou tel autre mal. Et par rapport à ça, nous, au niveau de notre formation, nous pensons élaborer des dispositions qui vont nous permettre de régler tel et tel autre problème de la société. Mais si ce n'est que ça, ils savent le faire. Ils savent le faire, faire, si ce n'est que des promesses. Ils ne savent pas le faire. Ils ne savent pas le faire au-delà, parce que c'est ça qui va faire le débat. C'est ça qui va faire le débat. Dès lors que on vous dira que telle formation politique propose le vote de telle loi et prévoit dans cette loi-là, mettre telle disposition, on peut pouvoir organiser un débat, par exemple, et dire, mais vous proposez quoi? Est-ce que cette proposition-là peut prospérer? Est-ce que c'est de ça que nous allons besoin? Voilà. Et lorsque le débat-là va s'instaurer, je crois qu'après, il y aura un séminaire pour toiletter le tout. Dès qu'on aura le Parlement en place, on pourrait espérer avoir ces lois-là qui ont fait objet du débat et dire, mais nous souffrons de tel ou tel, nous pourrons faire telle disposition pour régler tel problème que nous avons. Et puis également au plan international, nous avons tel béni en retard par rapport à la ratification de tel accord qui pourrait nous conduire sur tel terrain. Mais on n'a rien du tout. Il y a aussi un piège qui nous guette. Si vous faites cette proposition, eh bien, toutes les formations politiques peuvent nous proposer une série justement de et nous aurons un débat, nous aurons une discussion, nous aurons un débat. Ne serait-ce qu'à les ranger au lendemain des... Ah non, mais non, c'est ça justement, le projet de législative doit les engager pour le mandat. N'est pas évident. Comme si on dit que le président Patrice Talon quand même un projet de société avant d'être là. Oui. Et bien s'il ne recette pas entièrement, je suppose, par exemple, mais ça l'engage. On dira que à tel moment, vous aviez du temps. Est-ce que vous êtes en train de faire ce que nous avions dit? Pour lui en tenir rigueur. Et on pourrait faire le débat. Mais aujourd'hui, le débat est pollué. Le débat est pollué. On ne fait aucun débat. On vient simplement dire, mais nous sommes, c'est une bataille rangée. Opposition, mouvance point. Nous soutenons les actions du président Patrice Talon. Nous voulons aller à l'Assemblée nationale. C'est tout. On ne peut pas s'en tenir à ça. Pour un Bénin, quand même, où nous avons des cadres, nous avons quand même, c'est quand même, on dit que c'est le quartier de l'Afrique. Nous avons des cadres compétents dans ce pays. Nous avons des problèmes qui minent la société tout le temps. Donc c'est pour dire qu'il faut que ce débat puisse faire, on puisse assainir le débat public, et pour qu'on puisse dépoussiérer le débat public, pour qu'on ne puisse plus nous raconter, je suis les plateaux, non, je suis de tel bloc, ils sont des maçons. Ils sont des maçons. Ils sont des maçons. On est fatigué de ces débats-là. On ne peut pas s'en tenir qu'à ça. Et donc, je dis que c'est à partir de ça, justement, que le citoyen doit pouvoir se dire, voilà. Et ce que ce n'est pas généralement. On dit, parce que c'est quelqu'un qui a construit peut-être une ou deux écoles dans telle localité. Il dit, vous voyez ce que j'ai dit à faire? Je vous ai construit une école dans l'arrondissement de tel ou tel. Et par rapport à ça, je pense que si je monte à l'Assemblée nationale, je pourrais mieux faire. J'en ferai davantage. J'en ferai davantage. Aucun député n'a de mandat pour construire. Aucun. Je crois. Son travail, c'est voter la loi et contrôler la mise en œuvre de la loi. Et nos populations se laissent emballer facilement parce que, bon, moi j'arrive à trouver un peu de ressources. Quelque part, je ne sais pas comment je trouve mes sous. Je viens construire peut-être des écoles. Là, après, je viens vous dire, mais quand même, vous avez vu ce que j'ai fait? J'ai quand même construit des écoles. Je mérite d'aller à ça. Et vous n'ignorez pas que le citoyen est sensible à ces actes de générosité. Et c'est ça que nous avons, c'est ce que nous avons comme problème. Alors que c'est une question de loi, par exemple, juste pour construire. Il faut un accord, lorsque le chef de l'État envoie tel projet, tel accord de ratification pour tel projet, il faut que ce soit ratifié à l'Assemblée nationale. Il faut également qu'on puisse dire, nous devons aller au contact de telle institution financière ou telle autre. Et donc, tout cela entre dans un cadre global. Ça veut dire que ça ne revient pas à un citoyen mandat qui, peut-être que dans votre quartier, qui vient vous dire, mais j'ai construit des latrines à côté là, et il faut que par rapport à ça, il doit aller à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est une aberration. On doit pouvoir... Je crois quand même que les citoyens devront quand même se faire une idée des probables ou des potentiels candidats. Quand ils commencent par lire ces actes, ils devront déjà commencer à se dire, voilà, ce sont de potentiels candidats. Vous voyez, normalement, ça ne devrait pas être le cas. Ça ne devrait pas être le cas. Ce n'est pas parce que j'ai construit de latrines dans mon village que je dois venir solliciter un suffrage. Non.
Non, le législateur, ce n'est d'ailleurs pas son rôle. C'est peut-être en tant que natif, en tant que cadre du milieu, en tant qu'opérateur économique du milieu qu'il le fait. Ça n'engage que lui. Ça nous apporte peut-être un soulagement. Ok, mais de là à venir solliciter mon suffrage parce que tu l'as fait, non. Voilà, l'Assemblée nationale. Et pour aller, une fois que tu y vas, ça va m'apporter quoi là-bas? Là-bas, tu n'es pas celui qui décide de venir exécuter des travaux publics. Non, ce n'est pas ton rôle. C'est d'ailleurs pour ça que nous envoyons généralement que des commerçants. On joue sur la sensibilité, on joue sur le niveau d'instruction. Et donc, il faut veiller à ce que lorsqu'ils viennent là, qu'ils ne proposent par exemple que il y ait des lois qui permettent d'évoluer, d'améliorer notre situation de pauvreté, de sorte à ce que nous ne soyons plus manipulables et qu'ils ne viennent plus avec des propositions fallacieuses demander notre suffrage. Arnaud Domaron, pour finir. Pour finir, je dirais d'abord que les acteurs politiques doivent arrêter de nous prendre pour des briques de 15, comme le dirait l'autre. Ils doivent arrêter de nous prendre pour des incultes. Il faut qu'ils puissent assumer le statut. C'est quoi que c'est un honneur d'être un leader d'une communauté. C'est un honneur de représenter tout un peuple. Et par rapport à ça, il faut quand même que ce que nous avons quand même appris à l'école, le minimum, soit respecté. Qu'on ne nous prenne pas pour des incultes. Que lorsqu'ils viennent, ils se réunissent pour planifier, en tout cas, ils se réunissent ensemble pour penser une politique de développement. En tout cas, pour réfléchir sur la nation, l'avenir de la nation, qui puisse se dire, quand nous allons sortir d'ici, il faut que nous puissions servir quelque chose de sérieux à ce peuple-là. Parce que d'une manière ou d'une autre, ce qu'ils disent, ce qu'ils font aujourd'hui, va les rattraper. On ne va pas rester à ce taux d'alphabétisation-là. Et un jour, on va pouvoir leur demander leur compte. Même si ce n'est pas notre génération, il y aura d'autres générations qui viendront quand même pour être plus exigeants que nous. Merci. Arnaud Domaron, Souleymane. Oui, merci beaucoup. J'aimerais rappeler à nos concitoyens que nous rentrons dans une zone de turbulence qui va de plus en plus s'accroître. Il y aura plusieurs remous. Et donc, il faut parler plutôt d'une zone sensible. Non, une zone de turbulence, parce qu'il faut le dire, c'est l'une des élections législatives les plus difficiles que nous organisons, compte tenu des contestations et des acteurs en présence, compte tenu du débat qui se mène. Donc, il faut veiller à ce que tout puisse se passer de manière apaisée. Et pour que ça se passe ainsi, ce n'est pas que les acteurs politiques qui doivent jouer un rôle. C'est à nous aussi de pouvoir, en tant que citoyens, jouer le rôle qui est le nôtre, en veillant à bien tamiser les informations que nous recevons pour faire le choix idéal qui est le nôtre, qui doit être celui de veiller à ce que tout se passe dans le calme et la paix. Parce que quand ça va brûler quelque part, on ne sait pas les ramifications que ça va avoir et pendant combien de temps ça va durer. Donc, nous devons veiller à ce que tout puisse se passer normalement. Et pour que ça se passe, nous devons observer l'ensemble des obligations que nous avons, chacun en ce qui nous concerne, et veiller à ce que les acteurs politiques et l'administration électorale puissent jouer leur partition de sorte à ce que nous puissions faire les choix qui sont les nôtres au soir du 28 avril. Merci Souleymane Koto-Yerima, merci Arnaud Domaron. Le débat, ce même débat va se poursuivre, rassurez-vous, la semaine prochaine sur le débat contradictoire à faire croiser sur DNTV. Merci à vous.